Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur la télé Bouloche, la télé qui vous rapproche. Au sommaire de ces 18h, d'abord un reportage sur le quartier de notre école avec des interviews de personnalités, des enquêtes et des explications. Ensuite, vous découvrirez un lieu incroyable dirigé par Pomme Legrand que nous avons rencontré. Vous pensez tout connaître d'Internet? Alors suivez cette enquête sur les faces cachées, net ou pas net. Puis, dans la rubrique spectacle, prenons de la hauteur avec les artistes de la compagnie La Mécanique du Fluide. Enfin, quel sera le temps in Deutschland? D'après nos collègues germanistes, Mythe fera au tournage. Los! Salut Juliette. Ah Roméo, ça va? On se voit tout à l'heure sur la place Carnegie comme d'hab. Oui, à quelle heure? À 14h. D'accord. Tu veux jouer au loup? Oui, c'est parti. Touché, c'est toi le loup. Au fait Roméo, c'est qui ce monsieur Carnegie? Un chanteur, un homme politique? C'est peut-être un acteur ou un footballeur. Allons demander à un passant. Bonjour, connaissez-vous Monsieur Carnegie? Non, mais je sais qu'il y a l'école et aussi un musée sur cette place. Bonne enquête les enfants. Merci, bon jogging. Ah, là-bas, il y a un couple, regarde. Bonjour monsieur, vous connaissez Andrew Carnegie? Oh, you talking to me, little boy? I don't understand. Ah oui, we are American people. Ok, hello. Do you know Andrew Carnegie? Oh, no, but I know Carnegie Hall in New York. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. Il y a des écoliers là-bas. Bonjour, c'est votre école? Oui, c'est l'école André Bouloche. Vous connaissez ce monsieur Bouloche? C'est un basketteur célèbre, un prince connu, un rappeur? Je crois que c'est un résistant. C'est quoi ça, un résistant? Connais-tu l'homme le plus riche du monde? Eh oui, c'est Andrew Carnegie. Et tu sais, il lui restait combien d'argent à la fin de sa vie? Plus $1. Si je devais résumer sa vie, Éléonore, je dirais qu'il a passé un tiers de sa vie à se former, un tiers de sa vie à gagner de l'argent et le dernier tiers à distribuer de l'argent aux autres pour construire des bâtiments. Que connais-tu de sa vie? Andrew Carnegie est né le 25 novembre 1835 en Écosse et sa famille émigre aux États-Unis. Tu avais dit qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Comment a-t-il réussi? Grâce à une très bonne idée, il fabrique des rails de chemin de fer en grande quantité à bas prix au moment où la demande est forte. Il gagne beaucoup d'argent. Il est alors surnommé l'homme le plus riche du monde. Ok, mais quel rapport avec la place Carnegie alors? Après la Première Guerre mondiale, la ville de Farny est presque totalement détruite. En 1918, le maire propose de reconstruire, mais avec quel argent? Ah, je sais! Farny a obtenu de l'argent de la dotation Carnegie qui finance des projets. Une somme de $150 000. Alors on construit l'hôtel de ville, la salle municipale, le bureau de poste, les écoles. La place Carnegie est un grand cercle de 200 mètres de diamètre. Andrew Carnegie a donné de l'argent pour construire d'autres bâtiments comme le Carnegie Hall à New York, une belle salle de concert. À ton avis, pourquoi l'école s'appelle André Bouloche? C'était une star de cinéma peut-être? Non, Je donne ma langue au chat. Expliquez-moi, monsieur Nathan, vous êtes historien. André Bouloche est né en 1915. Il était ingénieur puis directeur des routes au ministère des Travaux publics. C'est pour ça que l'école porte son nom? Non, la Deuxième Guerre mondiale arrive et monsieur Bouloche entre dans la résistance. Il est dans l'armée de l'air. Il obtient des informations sur les troupes ennemies plus facilement car il est pilote. Il a joué un rôle important dans la résistance? Oui, et après la guerre, il a même été ministre de l'Éducation nationale. Il est mort en 1978. Est-ce que le musée a été construit grâce à l'argent de monsieur Carnegie?
Donc oui, le musée a été reconstruit grâce à l'argent de M. Carnegie. Ça a été commencé dans les années 1922, si je ne me trompe pas. Et le musée apparemment a été fini en 1925, parce qu'on peut le voir sur la façade. Donc il n'a pas été reconstruit en tant que musée, il a été reconstruit en tant que salle municipale. Et dans la salle municipale a servi aussi de salle de spectacle, de cinéma et aussi de dancing. Quand le musée a-t-il ouvert ses portes au public? Alors, le musée a été inauguré le 7 juin 1986. À quoi servent-ils qu'il a créé? Donc, le musée est avant tout un lieu de mémoire. Il a été créé par Étienne Droumat, qui était chef de la résistance dans le secteur, avec d'autres résistants locaux. Donc, le but du musée, c'est de perpétuer le devoir de mémoire. Combien de personnes travaillent ici? Alors, actuellement, je suis toute seule à travailler au musée. Depuis quand travaillez-vous ici? Ça a fait 18 ans au début du mois. Quelle est la valeur des objets exposés? Y a-t-il des objets très précieux? Alors, les objets ont une valeur inestimable parce qu'il y en a beaucoup et on ne sait pas exactement combien ils pourraient coûter. Par contre, ils ont une valeur sentimentale parce que les objets sont essentiellement venus de dons d'enfants ou de petits-enfants de résistants ou de personnes qui ont fait la guerre. Après, au niveau objets précieux, on a la mallette du maréchal Göring, ce qui est quand même une belle pièce au niveau de la collection. Combien coûte une entrée pour un enfant et pour un adulte? Alors, les tarifs d'entrée, c'est donc pour vous qui avez moins de 18 ans, l'entrée est gratuite. Après, on a un tarif pour les 18-25 ans qui est de 1 €. Et pour les adultes, le prix est de 5 €. Merci. C'était un plaisir. Depuis combien de temps les caves de musique existent-elles? Depuis un petit moment maintenant. Ça doit faire... là, on doit être à 36 ans, 35 ans. Combien coûte un cours d'instrument? Tu as l'adhésion, parce que c'est une association. Tu vas payer 10 € d'adhésion. Et après, chaque mois, il y aura 12 € ou 10 € à donner en fonction de si tu viens de Tergnier ou pas. Combien d'instruments y a-t-il au cave de musique? Il y en a pas mal. Donc, par exemple, ici, il y a pas mal de percussions type batterie, djembé, darbuka, voilà. Il y a des instruments un petit peu de différents horizons, d'accord? Des claviers aussi. Donc je peux pas te les dire là, te les énumérer au niveau... Mais par contre, il y en a beaucoup. Il y a des guitares, des mandolines, voilà, plusieurs choses. Combien d'adultes travaillent au cave de musique? Alors nous sommes une directrice, assistante de direction, donc 2, donc des intervenants, 2, 3, normalement on est 9. Combien de temps dure un cours? Alors, avant, c'était des ateliers d'1 heure. Maintenant, on a raccourci à 45 minutes. 1 heure, des fois, on perd un petit peu les adhérents ou les élèves. Voilà. Combien de salles avez-vous? Alors, donc là, on a une salle ici. Donc 1, 2, 3. De l'autre côté, 4, 5, 6. Plus le bureau, 7, 8. 9, puis après, il y a les 9 à peu près, donc, en comptant toutes les ailes. Salut, tu as déjà entendu parler de l'artothèque? Non? Alors écoute ce qui suit. À quoi sert l'artothèque? C'est un peu comme une médiathèque ou une bibliothèque, on prête des ouvrages. Et dans une artothèque, il y a le mot art, donc on prête des œuvres d'art. Comment avez-vous eu cette idée? Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, les artothèques, ça existe depuis 1982. C'est une initiative de Jacques Lang. Quand peut-on venir à l'artothèque? Alors on peut venir à l'artothèque pendant les périodes de prêt. L'après-midi, c'est ouvert pour les particuliers et puis pour certaines classes le matin ou des groupes particuliers. Et la période de prêt, tu en as une en octobre et l'année prochaine, il va y en avoir au mois de février, fin janvier, début février et à la mi-juin. Et toujours une période de 10 jours. Depuis combien de temps existe-t-elle et où est-elle installée? Alors, elle a été installée d'abord à Laon en 2004. Elle a été créée à Laon. Et puis en 2010, il y a eu un changement
et elle est venue s'installer à Tergnier. C'est la ville de Tergnier qui nous accueille et on est dans ce lieu-ci. Donc on utilise les galeries où sont exposées actuellement les estampes, plus là-haut, sous les toits, la réserve où on entrepose toutes les œuvres restantes qui n'ont pas été empruntées entre deux périodes de prêt. Peut-on emprunter des œuvres d'art gratuitement? On doit être abonné à l'Artothèque et puis ensuite on a un droit de, pas de location, mais un petit peu cet ordre-là pour l'emprunt d'une œuvre. Et combien à la fois? Maximum 4. Combien avez-vous d'œuvres d'art dans l'Artothèque? Beaucoup. Nous avons vraiment beaucoup d'œuvres d'art à l'Artothèque. On en a 612. Combien de personnes s'occupent de l'Artothèque? Il y a 6 membres du bureau et puis nous avons 14 administrateurs. Combien de personnes y viennent? Là, nous sommes à peu près à 105-110 adhérents. Et les adhérents, ce sont des particuliers, des écoles, des collèges, lycées, universités et des entreprises. Est-ce que vous achetez les tableaux avant qu'on puisse les emprunter? On achète tous les tableaux que l'on a. Et d'abord, ce ne sont pas des tableaux, ce sont des estampes. Quel type d'œuvres d'art avez-vous? Eh bien, nous avons des œuvres multiples, pas des œuvres uniques. Parce que les œuvres uniques, ça coûte très cher. Les œuvres multiples coûtent quand même beaucoup moins cher. Ce sont des œuvres multiples qui sont tirées à 5 jusqu'à 75 exemplaires. Et les œuvres d'art, tu en as de toutes les techniques d'impression. Que se passe-t-il quand une œuvre d'art est abîmée? Dans le cas où c'est réparable, on la donne à un restaurateur d'œuvres d'art qui est spécialisé dans les œuvres sur papier. Puis des fois, c'est déjà arrivé, où l'œuvre est tellement en 1000 morceaux on ne peut absolument pas la réparer et c'est perdu. Est-ce que vous donnez des renseignements sur les tableaux aux emprunteurs? Bien sûr, c'est notre mission aussi de faire connaître les artistes et les œuvres au public. Voici le nouveau cartable The Western. Agréable, confortable, inusable et en cuir véritable. Vous partez à l'école, rangez-y vos cahiers et prenez votre cartable imbattable par son lance maniable, s'il est chargé, ou à la main pour un effet branché. Amis de la montagne, glissez vos jumelles et votre pique-nique. Il vous faut ce cartable réglable, confortable et refermable. Une partie de pêche, vous serez le plus élégant des pêcheurs. Mettez-y vos hameçons. Rien de semblable. Quelques jours à la mer, prenez le cartable, la brosse à dents et le seau de plage. Et hop, à la nage. Vous changez de style, ce cartable est personnalisable. Ajoutez vos stickers. Imbattable. The Western, agréable, confortable et en cuir véritable. Nous sommes allés à la médiathèque de Tergnier le mardi 16 novembre 2021 après-midi pour assister à une animation sur les dangers d'Internet avec Christophe Parmentier. Christophe Parmentier a 2 métiers. Tantôt il est professeur dans un collège, tantôt il anime des ateliers autour d'Internet. En premier, nous avons formé des binômes. Il nous a attribué une tablette par groupe. Nous avons fait un cahier multimédia. D'abord, nous avons pris des photos de nos visages et nous les avons personnalisées. Nous avons enregistré nos voix et écrit nos noms et prénoms. C'était très ludique et amusant. Puis d'un seul coup, il a changé d'attitude. Il avait pris un air énervé. Christophe a expliqué que l'on devait avoir l'accord des parents
pour publier sa photo ou on risquait d'avoir une amende. Christophe nous a informé que quand on discute sur les réseaux sociaux, on ne sait pas vraiment à qui on parle. Nous avons ressenti de la peur, nous avons sursauté quand il a dit qu'Internet était dangereux. Il y a des gens avec de mauvaises pensées. Les réseaux sociaux ne sont légalement accessibles aux enfants qu'à partir de 15 ans. Et il faut l'accord des parents. Nous sommes repartis avec dans la tête l'idée d'arrêter les réseaux sociaux car ils ne sont pas adaptés à notre âge. Le vendredi 3 décembre 2021, nous nous sommes rendus en car à la médiathèque de Tergnier pour aller voir une exposition sur Internet. Plusieurs adultes nous ont accompagnés, le père d'Élise, la maman de Cameron et Sylvain, qui travaillent à l'école en tant que contrat civique. Il y avait un questionnaire à remplir en parcourant 3 ateliers. La révolution du numérique, des grands panneaux avec plein d'informations sur Internet, des questions sur les dangers d'Internet, des panneaux avec des bandes dessinées pour nous faire réfléchir. Voici quelques questions en exemple. Petit quiz. Qui est considéré comme le père de l'informatique ? C'est Alan Turing. Comment se nomme le premier jeu vidéo de l'histoire ? C'est Space War. Faut-il sur Internet à répondre à toutes les invitations ? Non, bien sûr. La dernière, qu'entend-on par maquillage de l'information ? Ce n'est pas la vraie information. Nous avons ressenti de la joie, de la bonne humeur, de l'étonnement, du stress et un peu de peur. Sur les panneaux avec des petites BD, j'ai bien aimé les personnages, les situations, les sketchs avec les BD. Nous avons appris plein de choses, c'était génial. J'ai retenu qu'il ne faut pas télécharger illégalement des films et des musiques. J'ai appris qu'il faut l'autorisation des parents pour aller sur Internet. Toutes les 40 minutes, les 3 groupes d'élèves vont tourner sur les ateliers. Nous avons été surpris car nous avons appris l'histoire d'Internet. Nous avons eu peur car nous avons appris tout ce qu'il y a derrière les écrans. Nous nous sommes demandé si nous étions en danger. J'ai appris que sur Internet, il y a des images choquantes. Je dois consulter des sites adaptés à mon âge. Moi, j'ai appris que je dois faire plus attention sur Internet. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. J'ai appris qu'on doit être sous surveillance sur Internet. Ça veut dire qu'il vaut mieux être accompagné d'un adulte. J'ai appris que sur Internet, il peut y avoir des images choquantes. J'ai appris qu'il faut l'autorisation des parents pour aller sur Internet. Pendant le temps de l'exposition, les germanistes faisaient le tournage du bulletin météo en allemand avec Frau Tournage et Ludovic Leleu. Ils ont appris comment filmer avec un écran vert. Internet est un réseau informatique à l'échelle mondiale. Les utilisateurs d'Internet sont appelés les internautes. Avant, on utilisait ARPANET. C'est également un réseau. Internet est né dans les années 1960 aux États-Unis. À l'époque, alors que la guerre froide battait son plein, les États-Unis craignaient de subir des attaques nucléaires. Sachant qu'une attaque nucléaire pourrait mettre hors service son système de communication. Le gouvernement américain convoqua un groupe de chercheurs afin qu'ils trouvent une solution pour créer un réseau de communication fiable. Ils choisirent une solution plutôt simple, faire passer les données informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du réseau est détruite, on peut toujours faire passer les données par une autre voie. Au cours du temps, le réseau a continué à évoluer pour devenir ce qu'il est maintenant. En 2010, en France, plus de 34 millions de personnes se disent connectés à Internet, soit plus de 2/3 des Français de 15 ans et plus. Cette proportion ne cesse d'augmenter. Internet est intéressant pour communiquer, rechercher, acheter, s'informer et à consommer des médias. Internet a permis l'apparition de sites et d'applications pour communiquer et créer des groupes de discussion entre amis. Les enfants peuvent apprendre plein de choses sur Internet. Internet peut même servir de dictionnaire. Les enfants peuvent jouer.
Bonjour, aujourd'hui nous accueillons sur le plateau 3 élèves. Je vais les interviewer sur leur pratique d'Internet. Voici Manel, 10 ans, Ethan, 10 ans et Mackenzie, 11 ans. Pourquoi utilisez-vous Internet? Je regarde des vidéos sur TikTok, je fais des jeux et je vais sur Snapchat. Moi, je regarde des vidéos sur TikTok et j'en publie. Je vais sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat. Je joue. Et toi, Mackenzie? Moi, je vais sur Snapchat et j'aime aussi les jeux. Vous avez travaillé sur Internet. Qu'avez-vous appris? Il faut faire attention. Il ne faut pas parler à n'importe qui. En quoi vous avez changé vos habitudes? Je ne publie plus de photos de moi. Et toi, Manel? Je fais plus attention. Sur Internet, il y a des personnes qui harcèlent, qui piratent des comptes bancaires, etc. Des contenus choquants comme la guerre, des films d'horreur, des photos ou films avec des personnes dénudées, des crimes circulent sur Internet. Il ne faut pas croire toutes les informations sur les réseaux sociaux et ne pas propager des informations si elles ne sont pas sûres. Il faut toujours vérifier ses sources. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 15 ans. Avant 15 ans, il faut l'autorisation des parents pour aller sur les réseaux sociaux. Ne publiez pas de données personnelles à 10 ans, on n'est pas assez mature pour affronter les critiques. Il ne faut jamais être seul sur Internet sans l'accord de ses parents. On peut tomber sur de fausses informations ou images. Que vous soyez à la mer, au magasin, à la montagne, dans les champs ou en ville, le fauteuil invincible vous sera toujours utile, il s'adapte à tous les styles. Le fauteuil invincible, tellement invincible qu'il atteint toutes ses cibles. Tellement rapide, vous allez avoir des frissons, un vrai bolide. Vous êtes fatigué, vos jambes sont en deuil, utilisez le fauteuil. Pas de serviette à la plage, vous avez le fauteuil. C'est beau, non? Un petit tour en manège, je pense au fauteuil. Plus de bus à Montreuil. Pas de problème, prenez le fauteuil. L'herbe est haute et je n'ai pas de tondeuse. Pour le fauteuil invincible, l'herbe devient la cible. Oh. Pas de treuil, pas grave, il y a le fauteuil. À la montagne, prenez place et les roulettes vous emmènent partout. Le fauteuil invincible, tellement invincible qu'il atteint toutes les cibles. Comment qualifiez-vous votre style de spectacle? Nous, on fait des spectacles, alors on utilise un mot pour se la raconter un petit peu, c'est transdisciplinaire. Ça veut dire ça mélange plusieurs disciplines artistiques. Et donc, en fait, on mélange du théâtre, avec des acteurs, de la marionnette, avec des marionnettes, et puis de la musique. Pourquoi avez-vous choisi de jouer avec des marionnettes? Moi, je suis marionnettiste, David est comédien, metteur en scène, et Raphaël, qui n'est pas là aujourd'hui, est musicien. Donc du coup, on avait envie de mêler nos trois compétences. Et après, il y a quelque chose qu'on aime vraiment bien dans la marionnette, c'est le placement du spectateur. C'est-à-dire que dans la marionnette, quand tu vas voir un spectacle, enfin n'importe qui, que ce soit enfant ou adulte, tu projettes beaucoup de toi, du spectateur, dans la marionnette. En vrai, la marionnette, c'est un objet qui ne bouge pas. Moi, mon travail, ça va être de la rendre vivante, d'essayer d'orienter un petit peu les déplacements, sa voix, lui donner de l'émotion, mais du rythme. Mais ça va être à vous, spectateurs, de projeter sur l'objet. Tu vois, une marionnette, en vrai, elle ne bouge pas. Mais des fois, je vais essayer de lui donner, par exemple, une grosse voix et un mouvement énervé. Et je suis sûr que des fois, vous allez avoir l'impression qu'il fronce les sourcils, ou qu'il tire la langue, ou qu'il a les yeux grands ouverts, alors qu'en fait, c'est un bout de plastique. Fabriquez-vous vos marionnettes vous-même? Alors oui, il n'y a pas de magasin de spectacle. Enfin, il y a des magasins pour avoir des projecteurs, des choses comme ça, mais il n'y a pas des magasins qui vont te donner les choses toutes faites pour fabriquer le spectacle que tu as envie de faire. On a un atelier où on fabrique les marionnettes, qui est à côté de Lille, dans le Nord. Et Cédric, en général, c'est lui qui construit la plupart des marionnettes de la compagnie. Avec quel matériau? Ça dépend des marionnettes. Là, pour le spectacle Vol, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de tissu et de la mousse. Combien de marionnettes avez-vous en tout? À la compagnie,
Dans la compagnie ou sur ce spectacle-là? Sur ce spectacle, on en a une. Une seule. Non, parce que Cédric, il est tout seul sur scène. Enfin, il pourrait avoir plusieurs marionnettes, hein, mais là, en fait, c'est dans ce spectacle, il raconte que le personnage de Cédric trouve une marionnette et cette marionnette va changer sa vie. En fait, cette marionnette, c'est un peu son double de tout ce qu'il n'ose pas être. Donc, du coup, pour raconter ça, il nous fallait une seule marionnette. Qu'est-ce qui se passe si une marionnette est abîmée? Pendant le spectacle, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé que la marionnette casse pendant que je joue. Et il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire au théâtre, c'est dire « Oh mince, ma marionnette est cassée, excusez-moi, on arrête le spectacle. » On doit se débrouiller. Donc là, du coup, on improvise, on s'en sert, autant que faire se peut. Des fois, c'est très compliqué. Et sinon, hors spectacle, on les répare. Êtes-vous manipulateur et comédien à la fois? Ah, c'est une très bonne question, ça. Ça pose la question de ce qu'est être marionnettiste. Et c'est pas si facile à y répondre. C'est-à-dire que en fait, la marionnette, il y en a tout le temps eu. En fait, il y en a très longtemps depuis l'histoire de la marionnette, ça remonte à très très longtemps. Et ça fait, allez, on va dire une trentaine d'années en France que c'est vraiment revenu, qu'il y a un renouveau de la marionnette. Et du coup, il a fallu commencer à donner des noms, à appeler des métiers. Parce que marionnettiste, ça n'existait plus dans la liste des métiers. Et donc, du coup, maintenant, on s'appelle acteur manipulateur ou comédien manipulateur. Donc, dans le titre, il y a un peu la réponse. Comment avez-vous trouvé le nom de ce spectacle? Ce spectacle, c'est le deuxième spectacle qu'on a fait ensemble avec Cédric. Et quand on a fait le premier, on s'est dit, ce serait bien qu'on réfléchisse au suivant. Puis Cédric, il avait déjà des petites envies dans la tête, mais il ne savait pas encore ce qu'il voulait en faire. L'idée dès le départ. Dès le départ, que pour que ce personnage il puisse vivre ses rêves, au départ, on voulait qu'il construise une machine volante. Et puis après, on a retiré cette idée de machine volante. Mais c'est resté, du coup, dans l'idée de, si tu veux parcourir le monde, le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est de voler. Comment avez-vous eu l'idée de ce spectacle? Je me suis mis à avoir un travail, en fait, c'est-à-dire que du coup, je venais d'abandonner un rêve, qui était d'être sportif professionnel. Ça a été mon métier, mais vraiment pas très longtemps. J'avais pas de diplôme, j'avais rien, et j'avais un petit boulot. Et en fait, au fur et à mesure, ce petit boulot, il devenait ma vie. C'est-à-dire que c'était un petit boulot pour remplacer en attendant, me créer une situation, c'est-à-dire que j'avais un travail fixe qui me permettait d'avoir un appartement, de payer mon loyer. Et en vrai, ça me faisait pas kiffer. Donc j'avais tout ça en moi, puis on voulait aussi avec la compagnie j'avais envie de faire un solo, c'est-à-dire d'être tout seul au plateau. C'était ça l'envie. Et l'envie, c'était vraiment de raconter un petit peu aux gens, aussi bien aux enfants, aux jeunes, de vous autoriser à rêver. Et que celui qui vous dit que c'est pas réalisable, c'est pas grave. Un rêve n'a pas vocation à être réalisable, c'est un rêve. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce spectacle? Donc on s'était donné 4 semaines de répétition. La première semaine, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Donc, alors c'est bien, souvent je dis qu'elle est perdue, mais en vrai elle nous a orientés ailleurs et elle n'était pas perdue, elle nous a permis de l'éliminer. Celle d'après, dans la vie de la compagnie et des gens qui étaient dedans, on a tous eu des problèmes personnels. Donc du coup, on a annulé cette semaine-là. Donc en vrai, l'écriture, ça on l'avait quand même plutôt refaite entre-temps. En vrai, on a répété 2 semaines, construit le décor et créé la musique et fabriqué la marionnette en quasiment 2 semaines et demie. Ouais, ce qui est incroyablement... Ce qui n'est pas du tout un exemple. Pourquoi avez-vous appelé votre compagnie la mécanique du fluide? J'avais envie d'avoir quelque chose qui soit comme un spectacle bien huilé, tu sais, comme un moteur qui tourne bien. Et puis, donc, ça c'était le côté mécanique. Et puis après, dans les sciences physiques, il y a quelque chose qui s'appelle la mécanique des fluides. Et donc, je cherchais un petit peu autour de ça. Puis en fait, le fluide, moi je l'entends comme un petit peu le fluide magique. Avez-vous composé la musique vous-même? Si oui, avec quel instrument? On était 2 metteurs en scène, Luc Vincent et moi, Cédric sur scène et Raphaël, le compositeur. Donc il a composé toute la musique, on lui donnait des indications. Il refusait qu'on lui fasse entendre des choses, il préférait chercher son univers sonore à lui. Et là, sur Vol, c'était vraiment de la musique par ordinateur, puis il a un pad, je crois que ça s'appelle, avec plein de petites touches lumineuses, et en fait, il peut choisir, tiens, là, je vais le configurer pour faire tel instrument, et puis il tape dessus, il cherche une petite mélodie, puis il cherche une autre, et puis il mélange tout ça. Pourquoi vous choisissez ce métier?
Pour des raisons différentes. Enfin, Cédric, il a un petit peu répondu, il a presque pas choisi. Moi, je l'ai presque pas choisi. Ça m'est tombé dessus, j'ai saisi l'occasion et voilà. Et moi, j'ai commencé le théâtre dans un groupe d'élèves au lycée. Et on n'avait même pas de prof, on faisait juste du théâtre. Tous les samedis après-midi, je restais au lycée parce que j'aimais ça. Je trouvais ça formidable. Et en fait, dès la première année, je me suis dit, mais c'est tellement plein de possibilités que sur tout le temps de ma vie, j'aurais pas le temps de faire le tour et je m'ennuierais jamais. Quelles études doit-on faire pour exercer ce métier? On n'est pas obligé, tu vois, d'avoir des diplômes officiels pour être marionnettiste, comédien, tout ça. C'est un métier qu'on peut exercer sans diplôme. Tu vois, moi, je n'ai pas de diplôme de marionnette. J'ai appris, je me suis formé en rencontrant des compagnies différentes, tu vois. Avec le temps, on apprend des choses. Après, il y a des écoles de marionnettes, notamment une en France qui est très connue, qui s'appelle l'ESNAM, qui est à Charleville-Mézières et qui est une des 3 plus grosses écoles au monde. Est-ce que vous jouez dans la France entière et à l'étranger? Souvent, tu joues dans les pays qui parlent la même langue. Les pays francophones, ouais. Donc, du coup, d'aller jouer en Belgique, en Suisse. Parfois, quand on a de la chance, on peut aller jouer aussi dans des territoires français les plus lointains. Cédric, il a joué à La Réunion. Moi, j'ai joué en Guadeloupe. Ça, c'est bien, ça fait un peu de... Après, avec un autre spectacle sans parole, j'ai joué à l'étranger. Parce qu'il n'y a pas la barrière des mots. Et en tout cas, avec la mécanique du fluide, là, c'est une compagnie qui est encore assez jeune. Elle a 7 ans. Et là... Tourne dans toute la France. Tu aimes les paillettes, les belettes, les chaussettes? Achète ces clés, elles vont t'émerveiller. Envahies par les moustiques? Pas de panique, on a les clés magiques, elles sont anti-moustiques. Envie de voyage? Les clés magiques sont intergalactiques. Tu veux voir des basiliques, les mondes entiers ou même des fonds aquatiques? Alors n'oublie pas tes clés magiques. Tu te sens seul, oppressé, serre fort tes clés, elles s'illuminent et le sifflet te permet d'étourdir tes agresseurs. Fasciné par les dragons, les fées et les aventures féeriques, achète tes clés et découvre un monde magique. Tu aimes être stylé? Avec ces clés magiques, c'est sûr, tu ne seras pas classique. Renouvelle les porte-clés et adapte-les à ton style du moment. Tu souhaites entrer dans ta salle de classe mais tu n'y arrives pas? Un seul réflexe, les clés magiques. Achète ces clés, elles vont t'émerveiller. Artung, Artung, dans le bulletin météo que vous allez entendre, il y aura 2 fake news. Soyez bien attentifs. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute haben wir den 3. Dezember. Das Wetter heute in Deutschland. Im Norden ist es kalt. Die Temperaturen liegen bei 3 Grad in Hamburg und bei 2 Grad in Kiel. Ja, ich bin in Hamburg und es ist kalt. Ich kann surfen. Guten Tag, ich wohne in Kiel. Es regnet, aber ich kann Hip-Hop tanzen. Im Osten es ist eiskalt. Die Temperaturen liegen bei -1 Grad in Berlin. Ja, es schneit in Berlin. Ich kann Schlittschuh fahren, das ist super. Und in Leipzig ist es sonnig. Die Temperaturen liegen bei 15 Grad. Die Sonne scheint in Leipzig. Es ist warm. Ich kann schwimmen. Und jetzt das Wetter im Süden. Die Temperaturen liegen bei -2 Grad in München. Ich bin in München, es ist wolkig, ich kann Ski fahren. Und in Stuttgart liegen die Temperaturen bei 27 Grad, es ist sonnig. Ich wohne in Stuttgart. Es ist warm. Ich kann baden. Und im Westen, wie ist das Wetter? In Frankfurt es ist neblig. Die Temperaturen liegen bei 0 Grad. Ich wohne in Frankfurt. Es ist neblig, aber ich kann Tischtennis spielen. Ja, komm. Und in Bonn
Die Temperaturen liegen bei 6 Grad, es ist sonnig. Ich wohne in Bonn, es ist eiskalt. Aber ich kann Rad fahren. Dankeschön, meine Damen und Herren. Es war das Wetter heute in Deutschland. Schönen Abend und bis morgen.